chers lecteurs d'Onitsha Africa et chers téléspectateurs pour Onitsha Africa sur YouTube. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui M. André Flao, ministre d'État belge, pour vous. À tout seigneur, tout honneur. M. Flao, bonjour. Bonjour. Nous avons dit que nous allons commencer par parler de la Belgique avec vous, avant de faire un pont sur la République démocratique du Congo. Alors, à une année presque des élections en Belgique, comment voyez-vous le royaume, surtout par rapport aux extrémismes qui sévissent à travers l'Europe? Et tout d'abord, je suis moi-même un lecteur attentif d'Onitsha Africa parce que je trouve que c'est une publication qui est très bien faite et qui dépasse aussi le seul problème de la Belgique et qui a une vision internationale actualisée. Et donc, je découvrirai ce numéro avec beaucoup d'intérêt, d'autant plus que l'Afrique aujourd'hui est effectivement au centre de préoccupation, ou devrait être au centre de préoccupation pour la Belgique, mais aussi pour l'Europe et avec tout ce qui s'y passe, mais en étant très prudent et en veillant à ne pas imposer un modèle ou transposer un modèle. Alors, en ce qui concerne la Belgique, la Belgique, elle a souffert, comme d'autres pays dans le monde, de la crise du Covid. Elle a vécu aussi le problème des inondations il y a un an. Et quelque part, elle se redresse. Elle se redresse. On a eu une inflation qui était très haute. Heureusement, nous avons chez nous un système d'indexation qui a permis d'amortir le choc. Mais finalement, il faut être très prudent parce que, comme on le voit aujourd'hui en Belgique, avec la société Deleuze, avec une brutalité sans nom qui met un terme à l'emploi de 9000 personnes, ça veut dire que la paix sociale n'est peut-être pas nécessairement à l'ordre du jour et notre tradition de concertation sociale est battue en brèche et c'est regrettable. L'autre élément, c'est la Belgique, comme partout ailleurs, il y a des extrêmes qui montent, qui effectivement sont en train de séduire les populations par un langage qui est un langage quelquefois très simpliste, qui est populiste, qui est nationaliste, et qui fait que les valeurs de la démocratie passent à un second rang. Et ça passe à un second rang aussi pour certains problèmes, dans la mesure où aujourd'hui, beaucoup de choses se font au travers des réseaux sociaux, et les réseaux sociaux ne sont pas toujours porteurs de vérité ni d'objectivité, et il n'y a pas une formation pour appréhender ces réseaux sociaux et la lecture, garder son esprit de libre examen et de libre arbitre, et de pouvoir se forger une opinion solide, réfléchie, et éviter de travers dans les « il n'y a qu'à »,« il faudrait que »,« il suffit de », ou également de tomber dans le système binaire. Il y a les bons, il y a les méchants, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les cow-boys, il y a les indiens. Et le monde, il est fait différemment, il est fait plein de nuances. Et nous devons avoir une préoccupation totale, entière. C'est effectivement la recherche par le dialogue de la paix partout, parce que les guerres, effectivement, elles portent préjudice d'abord aux populations. Et en Afrique, par exemple, on dit toujours que quand des éléphants se battent, ce sont les herbes. Et donc, en Belgique, oui, il y a effectivement ces poussées populistes qui sont là, parce que des gens parlent peut-être un discours qui est plus compréhensible par l'opinion publique. Il y a une proximité plus grande, il y a peut-être moins de technocratie. Les choses sont aujourd'hui tellement complexes, on se préoccupe de certaines choses quelquefois, alors que finalement, on délaisse peut-être les préoccupations premières des gens dans le monde entier et aussi en Belgique, à savoir l'éducation, la formation, la santé, et surtout, finalement, de pouvoir vivre en paix. Mais on ne peut pas vivre en paix sans solidarité, et il n'y a pas de liberté sans solidarité. Donc voilà, nous voyons un avenir avec ces préoccupations comme dans d'autres pays. Ce qui est plus préoccupant, c'est aussi dans l'Europe. L'Europe qui est quelquefois considérée comme un ensemble et qui est plus souvent un patchwork d'une série d'États qui se sont retrouvés à un moment ou à un autre dans une configuration qui peinent à construire une défense européenne et dont les préoccupations, selon les pays, diffèrent en fonction de l'endroit où ils se trouvent sur la carte. Les pays du Nord sont plus préoccupés par
les problèmes d'environnement. Ceux en bordure de la Russie sont préoccupés par la paix. Ceux du Sud sont quasiment préoccupés exclusivement par le problème de migration. Et au moment où je vous parle, il y a lieu de se révolter parce que l'Europe croit toujours que l'on peut tout régler avec de l'argent en payant. Et ce n'est pas ça qui est acceptable quand on sait que l'Europe aujourd'hui paye la Tunisie pour faire rester dans le désert des gens, les faire mourir de faim, les faire mourir de soif, des femmes, des hommes, des enfants, que des migrants meurent tous les jours dans la Méditerranée, que l'on paye la Turquie pour tenir des gens derrière des barbelés. C'est pas l'Europe, moi comme je la vois, c'est pas l'Europe de mes valeurs. Les valeurs de l'Europe, c'est aussi la paix, la solidarité, l'ouverture vers l'autre, plutôt que le rejet de l'autre et une Europe. Mais vous l'avez bien dit, l'Europe est comme un patchwork, avec des États qui chacun, disons, met en place sa propre politique en ce qui concerne l'immigration. Et c'est quand même un problème. Mais revenons quand même sur la Belgique toujours, que comme nous avons dit, nous commençons par la Belgique. Croyez-vous que les partis démocratiques traditionnels peuvent avoir une certaine crainte vis-à-vis de ces extrémismes, en perspective justement des élections? Les traditionnels doivent tous s'inquiéter. Ils doivent s'inquiéter parce qu'effectivement, ils doivent réfléchir à nouveau à leur approche de la population. Il y a une approche qui doit être une approche de proximité, une approche de disponibilité, d'honnêteté, de sincérité et de simplicité. Les hommes et les femmes politiques ne savent pas tout et ils n'ont pas la réponse à tous les problèmes. Parfois, on donne cette impression. Les hommes et les femmes politiques sont des gens qui doivent plonger les mains dans le cambouis, prendre leurs responsabilités, expliquer pourquoi telle ou telle décision est nécessaire, que les contraintes sont là, que l'on ne sait pas faire tout pour tout le monde, partout, tout de suite et partout. Et donc, en fait, cette démarche, c'est une démarche qui va un peu à contresens de ce qui est la politique de communication pour la communication. On entend aujourd'hui beaucoup de communication, beaucoup de déclarations, beaucoup d'engagements qui sont quelquefois sans lendemain. Et ça, la population n'aime pas. La population, elle entend que les responsables politiques, les hommes et les femmes politiques, soient proches, soient disponibles, soient à leur écoute, apportent des réponses et expliquent pourquoi telle ou telle réponse est apportée. Et en fait, faire adhérer à une décision, faire adhérer à une politique et pas imposer une politique. C'est très difficile, c'est un exercice très difficile, mais qui va à contresens, effectivement, de ce que font ceux qui ont le langage simpliste, populiste, du « il n'y a qu'à, il faudrait que, il suffit d'eux ». Et donc, ça commence aussi par l'enseignement, et s'il y a un regret à avoir, c'est qu'on n'a pas instauré depuis longtemps dans nos pays européens des cours de civisme, des cours d'apprentissage à la citoyenneté, parce que quand on connaît le fonctionnement de l'État dans lequel on vit, quand on connaît sa mémoire, quand on connaît son histoire, on peut mieux l'appréhender et on peut mieux effectivement comprendre celles et ceux qui doivent prendre des décisions, mais aussi peut-être plus s'engager dans la construction plutôt que dans la destruction. Alors, dans une de vos réponses, vous avez évoqué la catastrophe qui a sévi en Europe avec les inondations. On a connu beaucoup de morts en Belgique aussi. Et c'est un des enjeux mondiaux actuellement. Et d'ailleurs, le président Félix Tshisekedi est aujourd'hui au Brésil pour un sommet sur le climat. Alors, comment voyez-vous la position de la Belgique vis-à-vis de cet enjeu, l'enjeu climatique? La Belgique, comme les autres pays, doivent s'engager dans une série de politiques qui visent précisément à prévenir, atténuer les conséquences des réchauffements climatiques, mais aussi avoir la sagesse de dire qu'on ne va pas changer tout du jour au lendemain, qu'il y a des habitudes à changer et que ces habitudes... Et croyez-vous que la Belgique fait quelque chose pour changer sa politique? Fait des choses. Par exemple, des choses à son niveau, au niveau des régions, au niveau des communes, au niveau de l'État fédéral, l'instauration de panneaux solaires, le changement d'installation des éoliennes, le parc éolien dans la mer du Nord,
la révision. Mais il faut toujours le faire de façon équilibrée. On ne peut pas bousculer tout. La sagesse veut, par exemple, que l'on ait opté pour maintenir un certain nombre de centrales nucléaires en place. Voilà. Et pas de dire on fait table rase et on verra bien ce qui arrive après. Peut-être prudent dans la gestion, parce que dire il n'y a qu'à, et après devoir corriger les choses, c'est difficile. La Belgique est là aussi porteuse finalement de réformes, d'idées à son niveau, compte tenu de sa taille, compte tenu aussi de la capacité de ses chercheurs, de ses universités, et notamment dans un partenariat actif avec les pays du continent africain, les universités de Liège et de Gembloux, mais aussi de Gand, pour citer des universités belges, font un travail considérable pour justement tenir compte de ce que l'avenir de notre planète, il est assuré non seulement par la jeunesse de la population africaine, mais aussi par les ressources que représente l'Afrique. Et seulement pas des ressources que l'on va chercher pour exploiter ici, puis revendre très cher chez vous, pas non plus accepter le système de racheter des crédits CO2 pour permettre aux pays riches de continuer à consommer et sur le dos des pays moins avantagés. Il faut arriver et œuvrer pour cela, et la Belgique le fait, à un équilibre dans les relations, dans un partenariat qui n'aurait jamais dû être atténué, qui n'aurait jamais dû être relâché, entre la solidarité entre l'Afrique et l'Europe. Et ça, c'est la ligne de conduite à suivre. C'est rétablir ce lien de solidarité très fort qui n'aurait jamais dû être atténué, et surtout rétablir un lien de solidarité sur base de partenariat qui impose le respect mutuel, et qui rejette toute forme de néocolonialisme, et qui rejette aussi toute forme de politique de suffisance en disant « faites ceci, on va vous expliquer ce qui est bien pour vous ». Non, il faut écouter l'autre. Mais vous nous avez beaucoup aidé pour faire le pont avec l'Afrique en parlant du partenariat fondé sur le respect mutuel. Alors, vous entretenez des relations, je dirais, privilégiées avec la République démocratique du Congo. Quel en est l'intérêt pour la Belgique? D'abord, j'ai eu pendant mes années de ministre, et ça remonte à 1995, jusqu'en 2008, et puis de 2014 à 2019, et président de la Chambre de 2010 à 2014. Et donc, à chaque fois, j'ai toujours mis l'accent sur cette solidarité nord-sud et sud-nord, avec tous les pays d'Afrique, à commencer par la République démocratique du Congo. Et quelque part, dans le gouvernement de 1999, le premier gouvernement arc-en-ciel dans lequel j'étais après avoir participé au gouvernement avec M. Dehaene, avec M. Michel, pas le fils, mais le père. Le père. Nous avons effectivement, avec M. Verhofstadt, remis sur la table de l'Europe et remis sur la table de la Belgique, du gouvernement belge, tout ce partenariat avec le continent africain. Et nous avons défendu, pas à pas, quelque part, cette nécessité de retrouver cette relation fraternelle, dirons-nous, entre les peuples d'Afrique et les peuples de l'Europe, et plus particulièrement la Belgique. On a fait ce qui existe encore aujourd'hui, les 3D, c'est-à-dire de la diplomatie, du développement et de la défense, qui constitue une approche différente de l'approche quelquefois néocoloniale, paternaliste, que l'on constate par d'autres nations plus importantes, et qui finalement permettent que l'on respecte l'autre, ses coutumes, ses habitudes, sa langue, sa culture, sa spécificité, qu'on le considère comme un être humain avec qui on veut faire des choses. Moi, quand j'ai atterri à Njili, je ne m'inquiète pas de ce qu'il y a dans le sous-sol. Je vois en face de moi un homme, je vois en face de moi une femme, je veux discuter, je veux construire pour effectivement la population du Congo, de la République démocratique du Congo, en commençant par les enfants, par les femmes, par la santé, par l'éducation, permettre finalement à ce qu'ensemble on construise un pont. J'avais parlé de pont solide. L'axe de solidarité n'aurait jamais dû être atténué. Il faut le renforcer entre l'Europe et l'Afrique, sans oublier le pourtour méditerranéen. Et la Méditerranée, elle doit cesser d'être le plus grand cimetière. Alors, vous avez sûrement l'avantage d'avoir connu l'histoire de la République démocratique du Congo, Zaïre, et puis aujourd'hui, une fois de plus, Congo.
Mais est-ce que vous croyez que la génération actuelle des politiciens belges ont la même vision que vous? Ou peut-être je peux reformuler ma question. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes politiciens belges aujourd'hui par rapport à la RDC et la politique belge? D'abord, je voudrais dire une chose, c'est qu'à mon sens, on ne fait pas suffisamment de politique internationale dans notre pays. La Belgique. La Belgique. On laisse ça à d'autres quelquefois et on est souvent suiveurs. À d'autres époques, nous avons été moins suiveurs. Je parlais tout à l'heure du gouvernement Verhofstadt. Ce gouvernement, en 2003, M. Michel, moi-même, M. Verhofstadt, nous avons refusé la participation de la Belgique à la guerre en Irak. Ce qui veut dire que, même petit, même comme partenaire au sein de l'OTAN, nous avons eu le courage de dire non. Il faudrait que la Belgique prenne conscience effectivement de cette capacité que nous avons aussi. Et ce n'est pas parce que nous sommes petits que nous devons suivre absolument ce que font les grands. Nous pouvons apporter beaucoup de choses et nous pouvons apporter beaucoup de choses aussi par rapport à ce continent africain, et plus particulièrement la République démocratique du Congo. Certes, il faut tourner la page à un certain moment. Le roi a exprimé ses regrets, on n'a pas parlé d'excuses, etc. Il faut reconnaître que des choses ont été faites mal gérées et que d'autres choses ont été faites et bien faites. Ceci étant dit, voyons le futur. Et pour la République démocratique du Congo, moi j'insiste vraiment beaucoup pour que on voit que le verre, il est à moitié plein et qu'il n'est pas à moitié vide. Et qu'il faut aider, être partenaire, accompagner pour remplir ce verre, pour faire en sorte que le Congo puisse cheminer aussi vers ce qu'un grand pays comme celui-là doit pouvoir être sur la carte du monde. Demain, le Congo est déstabilisé, c'est toute l'Afrique qui est déstabilisée. C'est la clé de voûte du continent africain. Et donc, moi, ce que je veux dire, c'est, par-delà tous les responsables politiques qui ont exercé au Congo à un certain moment, ils n'ont pas tout fait tout mal. Il y a des choses qui ont bien été faites et d'autres mal faites. Mais ça, c'est le lot des gens qui agissent. Ils sont critiqués. Aujourd'hui, je constate qu'il y a un gouvernement qui travaille, il y a un président qui a une ligne, il y a des élections qui vont s'organiser. Et là, je combats sans cesse celles et ceux qui se répandent en disant « les élections n'auront pas lieu, ça ne fonctionnera pas ». Prenons l'exemple de la francophonie. J'étais au Congo, je vous ai dit là tout à l'heure, j'étais à Kinshasa, j'étais à Lubumbashi, j'étais à Goma, j'étais à Bukavu. Et bien, finalement, j'ai rencontré là des gens motivés, aussi bien les gouverneurs de province que les responsables politiques, que ce soit le président du Sénat, Bahati, le président de la Chambre, Bosso, le président de la République, d'autres ministres de la formation professionnelle avec la Cité des métiers qui va se créer à Kinshasa et qui va s'aimer sur l'ensemble du territoire. Les gens là, comme le président de la CNI, veulent faire avancer le processus, veulent que ces élections se déroulent et ces élections, elles doivent se faire effectivement avec un accompagnement, pas nécessairement une observation qui arrive au dernier moment, un accompagnement de processus pour mesurer que organiser des élections au Congo, ce n'est pas comme organiser des élections en province de Luxembourg, en Belgique. Il y a des contraintes. Et on a vu à d'autres époques que finalement, on a imposé, comme on impose quelquefois à d'autres pays africains aussi, de faire des élections sur base du modèle européen, qui ne sont pas toujours très transparentes et qui sont souvent aussi contestées. Et alors, on a dit à un certain moment au Congo, vous allez avoir un président de la République, un premier ministre, et puis le reste, on oublie. Ici, vous avez déjà vu construire une maison par le toit? Non, pas du tout. Et justement, ici, il y a des élections maintenant qui vont être organisées au niveau local, au niveau provincial, au niveau du Sénat, de la Chambre, et vous aurez la présidence de la République. On est en train de construire cette pyramide qui effectivement est un élément stable, qui permet de faire fonctionner et de concrétiser sans doute ce qui était amorcé maintenant dans les 145 territoires, etc. Il y a des choses qui se font malheureusement aujourd'hui. Trop souvent, on montre que ce qui ne va pas et on ne montre pas ce qui va bien. On parle plus, c'est une formule qui était utilisée par un de mes professeurs d'université, M. Spitals, c'était de dire on parle plus du train qui arrive en retard que de tous les autres trains. Oui, voilà, oui. Et ça, je crois qu'il faut avoir une approche positive parce que si on veut effectivement être crédible dans un soutien, être respecté aussi, il faut respecter l'autre, prendre conscience de ses difficultés et si on veut aider, être réellement aux côtés, pas pour faire la place, mais pour aider à réussir.
Oui, monsieur le ministre d'État, vous avez dit que... J'ai été intéressé par une phrase que vous avez lancée là. Il n'y a pas que tout qui a été mal fait. Il y a aussi des choses qui sont bien faites. Mais alors, dans les choses qui sont bien faites là, vous avez évoqué les Jeux de la francophonie, je crois. Comment vous les avez vécus et comment vous jugez la haute performance de la République démocratique du Congo, quand même, avouons-le, dans l'organisation de ces Jeux de la francophonie? Mais c'est ce que je vous ai dit pendant mon séjour là-bas, et bien avant, on nous disait ça ne marchera pas, ils n'y arriveront pas, les infrastructures ne sont pas prêtes, elles ne sont pas conformes, elles ne seront pas... Ça ne se fera pas. Et je constate aujourd'hui, nous sommes quelques jours après la fin de ces Jeux de la francophonie, il y aura aussi l'élection de Miss Afrique, si j'ai bien compris, à Kinshasa, à l'hôtel Membling, dans ces jours-ci. Et je constate une chose, c'est que les gens qui décriaient en disant ça ne se fera pas, aujourd'hui ne disent plus rien. Ils ont sans doute oublié tout ce qu'ils ont dit auparavant. Moi, j'ai voulu, lors d'un tweet fait qui est très fortement relayé, j'ai voulu dire qu'il fallait féliciter toutes les autorités congolaises, à commencer par le président de la République, de s'être obstinés pour atteindre cet objectif. Et je crois que c'est cette obstination-là, qui n'est pas une obstination gratuite et dénuée de sens, qui permet finalement d'alimenter le moteur de la conviction, de la prise de conscience du peuple congolais, de sa capacité à organiser des événements internationaux et de les réussir. Et c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué le président de la République au début de son mandat en disant qu'il va un peu partout, il voyage beaucoup, il ferait bien d'être à l'intérieur du pays. Non, parce que le travail qui devait être fait à l'époque, c'était de replacer le Congo sur la carte de l'Afrique, de faire jouer le rôle que le Congo doit toujours jouer de par son importance, de se faire respecter sur la carte de l'Afrique, de faire exister le Congo en Europe, en Asie, aux États-Unis, partout, à l'ONU, et même aussi la visite du pape ces derniers mois est aussi une reconnaissance de ce que, même si le discours est de dire il faut continuer dans la voie, oui, mais ce sont des discours d'encouragement, de persévérance, et également, même s'il y a un discours qui dit il faut être calme, avoir conscience de sa puissance, effectivement, je crois que c'est cela. Il y a des menaces qui existent à l'Est, elles ont toujours existé. Il y a une communauté internationale qui s'intéresse avec des hauts et des bas à ce qui se passe à l'Est du Congo, comme d'autres conflits qui sont ignorés à d'autres moments. On les oublie, en Israël, la Palestine, on n'en parle pas. On parle d'autres préoccupations, exclusivement Ukraine aussi aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, je redis, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont été réussies. Il faut voir tout ce qui a été réussi, avoir le courage de dire qu'on n'a pas su faire tout, ni parfaitement, mais la nature est ainsi faite, les responsables politiques ont leurs limites, et il faut maintenant qu'avec le peuple, l'élection telle qu'elle va être organisée, on puisse avoir la poursuite d'un travail de repositionnement du Congo sur la carte du monde. Et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, le congrès, la réunion qui a lieu pour l'instant au Brésil, a toute sa signification, parce que un des poumons de notre planète, pour revenir là-dessus, c'est aussi le Congo, et nous avons cette chance de pouvoir travailler avec le Congo, et cette volonté de continuer à travailler avec le Congo, mais aussi le reste de l'Afrique, parce que moi j'aime bien ce continent, et sa jeunesse, son potentiel, on peut faire énormément de choses et réussir ensemble dans un axe nord-sud reconstitué et renforcé. Nous vous remercions grandement, Monsieur le ministre d'État, pour l'optimisme que vous partagez avec le peuple congolais. Vous avez un dernier mot? Il faut être, quand on fait de la politique, et si on veut faire de la politique longtemps, il faut rester optimiste. C'est un métier qui est plus qu'un métier, c'est une vocation, mais qu'on peut réussir en étant optimiste, et surtout quand on peut être utile pour les autres, d'où qu'ils viennent, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur conviction, parce que nous avons tous la même couleur de sang dans notre peau, c'est du sang rouge. Merci bien. Rouge et le sang du noir, c'est le livre d'un grand auteur africain. Merci beaucoup, et nous terminons sur cette note d'optimisme partagée par M. André Flao, ministre d'État belge,
qui nous a reçus aujourd'hui pour Onitsha Africa. Merci.